Bienvenue dans la semaine de l'écho. Le plan de relance européen bientôt sur les rails. Cette semaine, la Cour constitutionnelle allemande a donné son feu vert à sa ratification, une étape importante dans la course d'obstacles pour débloquer les 806 milliards négociés au forceps il y a 9 mois. Pour autant, tout n'est pas joué. 10 pays sur 27 n'ont toujours pas donné leur aval. Alors que les premiers versements sont attendus en juillet, ce plan a-t-il une chance de voir le jour? Est-il à la hauteur des enjeux? On en parle avec mes invités. Aurore Laluc, eurodéputée Place Publique, et Eulalia Rubio, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Eulalia Rubio, 10 pays n'ont toujours pas ratifié ce plan. On pense aux Pays-Bas, à la Pologne ou encore à la Hongrie. Bruxelles a besoin de leur feu vert pour verser les premiers montants en juillet. Vous y croyez? Est-ce bien réaliste? Oui, je pense que c'est vrai que c'est un peu tard, mais je pense qu'on a passé le pire, on a franchi le pire obstacle, le plus difficile que c'était la ratification de l'Allemagne. Je pense qu'aujourd'hui même, le président de l'Allemagne a ratifié déjà cet accord. Après, il y a certains pays qui posent quelques problèmes. C'est un peu inquiétant la situation en Pologne, où on sait qu'il y a un parti minoritaire de gouvernement qui ne veut pas donner son accord. Mais en Pologne, l'opposition a déjà dit qu'il donnerait le soutien au plan de relance, donc ce n'est pas un problème. Et il y a, in fine, la situation des Pays-Bas qui sont en train de former le nouveau gouvernement de coalition et on sait qu'ils seront un peu plus en retard. Mais dans tous les cas, ça sera toujours avant juin et donc ça ne posera pas de gros problèmes. Il y a quand même la question de la Hongrie. Et que peut faire en fait l'Europe pour éviter que la Hongrie, aussi la Pologne, profitent, monnaient leur soutien, comme ils l'ont fait d'ailleurs par le passé? Je ne pense pas qu'il pose un risque fondamental. Je pense que ça fait partie d'un peu de la stratégie de négociation. Il faut tenir compte qu'on est en train de ratifier cet accord pour mettre en place l'emprunt commun. Et en même temps, chaque État est en train de discuter en bilatéral avec la Commission le plan de relance. Et dans le cas de l'Hongrie, par exemple, on sait que le gouvernement hongrois n'est pas très d'accord avec ce que la Commission exige à l'Hongrie pour ces plans de relance. La Commission a exigé certaines réformes à l'Hongrie pour être sûr que cet argent ne va pas être détourné dans des réformes dans les procédures de marché public. Et je pense que l'Hongrie joue un peu ces jeux d'essayer d'utiliser cette ratification comme effet de levier pour peser plus dans la négociation en bilatéral avec la Commission. Alors, vous l'avez un petit peu abordé, pour recevoir l'argent, les 27 ont jusqu'à la fin du mois pour présenter leur plan national à la Commission européenne. Et vous ne pensez pas que là aussi ça peut coincer? Je pense que tous ils vont y arriver. Peut-être déjà la Commission a dit que cette échéance de 30 avril, c'est une échéance souple. Donc s'il y a certains États qui ont besoin d'un peu plus de temps pour finir son plan, il peut le présenter un peu plus tard, mais c'est dans l'intérêt de tous les États de l'envoyer au plus vite possible à la Commission. Et tous les États, ils ont dit qu'ils tiennent à regarder cet échange du 30 avril, donc je ne pense pas qu'on aura beaucoup de problèmes dans ces cas-là non plus. Alors voilà pour le calendrier. Aurore Laluc, 806 milliards d'euros sur la table sous la forme de subventions et de prêts remboursables. Les 27 doivent emprunter ces sommes en commun. C'est une avancée historique. Pour autant, vous vous êtes abstenu au moment du vote. Pourquoi ? C'est pas simple de s'abstenir sur un vote comme ça, surtout quand on est fédéraliste comme moi depuis toujours. Si je me suis abstenue, c'est parce qu'en fait, malheureusement, dans ce plan de relance, on est en train de mettre en place des conditionnalités de réforme notamment du marché du travail, de réformes structurelles, comme on appelle ça dans le jargon bruxellois, qui ne sont pas des réformes généreuses d'un point de vue social. Avant, ces réformes prenaient plutôt, disons que c'était des discours proposés par la Commission européenne, souvent très en lien avec les États d'ailleurs, il ne faut pas être naïf là-dessus, mais si vous voulez, si les États ne les adoptaient pas, il ne se passait pas grand-chose, il ne se passait même rien. Là, avec le plan de relance, la difficulté, c'est que comme ça a été expliqué, les États doivent montrer une copie à la Commission et la Commission, en fonction des critères qui ont été décidés, donne son accord ou pas. Et là, cette fois-ci, par contre, ces critères, ces conditionnalités, qui pour moi sont des conditionnalités sociales de court terme mais aussi de long terme, eh ben, ça devient concret, ça devient réel. C'est-à-dire que le semestre européen, ça s'appelle le semestre européen, qui sont les recommandations faites par la Commission européenne en matière économique aux États. Avant, c'était du discours, même si ça donnait un là idéologique très fort. Là, ça devient concret. Et pour moi, un plan de relance,
c'est généreux socialement. C'est même la base. Quand on fait un plan de relance, c'est qu'on est dans une situation de crise. Quand on est dans une situation de crise, c'est pas tant l'économie qui nous inquiète que l'économie, parce qu'elle vient servir le social. Donc, moi, je me suis abstenue justement pour cette raison-là. Vous entendez cela, Eulalia Rubio, ce plan, effectivement, on doit détailler ces réformes structurelles, comme on l'a entendu, les retraites ou encore le marché du travail. Est-ce bien nécessaire en temps de crise ? Déjà, il ne faudrait pas démoniser le mot réforme, parce qu'en fait, quand on regarde dans le semestre européen, pas toutes les réformes sont antisociales. En fait, il y a beaucoup d'États qui ressortent, et dans la France, par exemple. Mais quel rapport entre, par exemple, la réforme des retraites et un plan de relance de l'économie en temps de crise ? Déjà, il y en a qui ont un rapport spécifique avec l'investissement. Donc, s'il y a des propositions de réforme, par exemple, de réformer le système de santé. Si on met plus d'argent dans le système de santé, c'est normal de réformer le système éducatif. C'est normal que ça soit en complément avec une réforme pour rendre cet investissement plus efficace. Après, c'est vrai que la Commission insiste à mettre ces réformes beaucoup plus politiquement sensibles et difficiles qui ont été répétées pendant longtemps dans beaucoup de recommandations par pays, comme les réformes de retraite, de marché du travail, de système fiscal. Là, il faudra voir, je pense que c'est très important de voir exactement à quoi ils vont se traduire en termes d'engagement précis de la part des États. C'est juste un engagement. J'aimerais qu'on en vienne au fond. 806 milliards d'euros, est-ce que c'est suffisant pour financer la transition écologique, la santé, le numérique ? Non, parce qu'on a un gros rattrapage à faire au niveau européen. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème de sous-investissement massif, structurel au niveau européen depuis longtemps. Il n'y a qu'à voir l'état des infrastructures en Allemagne, c'est un vrai sujet, l'état des routes en Allemagne par exemple, l'état du système de soins dans certains pays, du système éducatif et évidemment de la transition écologique. Quand on met tout ça bout à bout, non, c'est évidemment pas assez parce qu'il y a du rattrapage et de la relance et de la réorientation vers la transition écologique à faire. Donc non, c'est malheureusement insuffisant. Et ce qui est terrible dans ce plan, c'est qu'il arrive trop tard. Il n'est pas assez massif et il n'est pas assez social non plus. Alors j'entends bien que c'est une avancée au niveau européen sur la mutualisation de la dette et ça par contre je le salue. Néanmoins il y a un moment où si on veut faire de l'économie sérieusement mais aussi de la politique sérieusement, il va falloir faire un saut fédéral parce que là on ne s'en sort pas en fait. On est toujours en train de bricoler au niveau européen et à terme on va décevoir tout simplement. Eulalia Rubio, vous l'entendez, y a-t-il un risque que l'Union européenne décroche? J'aimerais bien dire qu'en fait, on parle de plan européen de relance, mais il faut les comprendre aussi dans un contexte plus général au niveau européen. On a mis en place d'autres choses. Ce n'est pas que le plan européen de relance qu'on a mis en place pour aider à cette relance de l'économie. Il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place, notamment pour aider à niveau national aussi à faire cette relance. Et je pense par exemple à la suspension de pacte de stabilité et de croissance. Je pense par exemple à la grande révolution des aides d'État et bien sûr à l'action de la BCE. C'est tout un ensemble de mesures qui font que ça soit beaucoup plus facile pour les États aussi à niveau national de s'endetter et de faire cette relance à niveau national. Vous entendez, Aurore Lalucq, je vous voyais réagir. Il faut non seulement additionner le plan européen avec d'autres types d'aides, la suspension des règles budgétaires, l'action de la Banque centrale européenne. La suspension du pacte de stabilité, c'est juste un retour au bon sens. Un retour au bon sens. Donc évidemment qu'on peut s'en réjouir, mais c'est pas ça qui va tout d'un coup faire en sorte, c'est pas parce qu'on autorise les États à s'endetter et à investir qu'ils vont du jour au lendemain s'endetter et investir. La preuve, ils le font pas, même avec des taux d'intérêt extrêmement bas de la Banque centrale européenne. Et en fait, la Banque centrale européenne, on est en train de la mettre dans une position impossible. Elle doit tout gérer en permanence. Si vous voulez, c'est une institution qui est à peu près la seule qui a un niveau fédéral au niveau européen, et donc elle doit en permanence, comme un pompier, arroser les feux de broussailles, et elle doit aussi éteindre les feux massifs. Et c'est exactement ce qu'elle doit faire aujourd'hui. Donc on ne peut pas, je suis navrée, mais on ne peut pas se dire que c'est formidable ce qu'on a fait jusqu'à présent. Évidemment, on a fait le maximum avec les moyens qui nous sont donnés. Oui, bien sûr. Et Dieu sait que la Banque centrale européenne l'a fait. Est-ce que c'est suffisant? Non, on reste la seule zone au monde à avoir une monnaie qui a une banque centrale mais qui n'a pas de budget. Ça n'existe pas une monnaie sans budget, sans fiscalité, sans transfert. Donc on peut mettre les mesures d'urgence bout à bout, ce ne sont que des mesures d'urgence. Un plan de relance, ça doit être
totalement différent. C'est fait pour investir, c'est fait pour préparer l'avenir, c'est fait pour soulager socialement, c'est fait pour relancer l'économie. Je suis navrée, j'aimerais pouvoir dire qu'on n'y est pas, mais sans saut fédéral, sans budget, sans fiscalité, on y sera. On entend vos craintes. Eulalia Rubio, souhaitez-vous réagir? Oh oui, en fait, c'est le premier pas. En fait, on a fait un grand pas avec le plan européen de relance. Ça ne veut pas dire qu'on a créé un budget européen, bien sûr, un budget de la zone euro, mais rien n'empêche. Il faut voir qu'est-ce qui va passer dans l'avenir, en fait. Il y aura peut-être de nouvelles ressources propres. C'est possible peut-être que les États, lors comme nous, de rembourser ces dettes, se disent avec le taux d'intérêt très bas, peut-être ça nous convient de le maintenir. Mais en tout cas, la première chose à faire, c'est bien dépenser, bien utiliser ce plan européen de relance qu'on a eu la chance de le mettre en place. Alors justement, vous avez écrit un long article intitulé « Prévenir la fraude dans l'emploi des fonds du plan de relance européen sans retarder leur remboursement ». Comment s'assurer que l'argent soit utilisé à bon escient? On pense notamment à la Hongrie qui, par le passé, a pu détourner des fonds européens. Oui. Justement, en fait, ce que je dis dans cet article, pour le dire très court, c'est qu'il devrait y avoir plus clairement, à niveau européen, une prioritisation sur la lutte sur la fraude et la corruption vers ces pays où il y a de fraude institutionnalisée. Il ne faudrait pas essayer de prévenir et de détecter tout type de fraude, parce que c'est très difficile à niveau européen de le faire. Il faut accepter qu'il y aura toujours un niveau de fraude privé ou isolé. Et par contre, il faudrait mettre les paquets pour essayer de s'attaquer à ces problèmes de fraude institutionnalisée qui existent dans certains pays. Et le plan de relance nous offre cette possibilité. Parce qu'en fait, justement, en conditionnant l'accès aux fonds à la mise en place de certaines réformes, la Commission devrait être très, très stricte vis-à-vis de ces États qui ont des problèmes de corruption, des problèmes d'indépendance dans le système judiciaire, pour demander ces réformes comme condition nécessaire pour recevoir cet argent. Merci beaucoup, Aurore Lalucq. Malheureusement, je vous vois trépigner, mais nous n'avons pas le temps dans cette première partie. On reparlera d'Europe dans la seconde partie. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. L'information continue sur France 24.